Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 30 septembre 2020. On répète à l'envi pour expliquer notre assez mauvaise performance concernant le, le maintien de mesures sanitaires face au coronavirus. On explique ceci par notre caractère latin, notre caractère bon vivant, débonnaire, aimant la bonne chair, le bon vin, et que nous serions au fond assez brouillons, assez indisciplinés pour, euh, pour faire face à cette pandémie. Moi, je trouve que c'est une explication qui nous conforte dans la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Je ne crois pas que c'est ça. Je pense que notre insouciance, voire notre inconscience, relève du fait que nous avons eu au cours des 4 derniers siècles une existence malheureuse, une existence difficile. Tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'enfant maltraité, l'enfant abandonné, l'enfant en mal de reconnaissance, euh, en devenant adulte, peut développer des comportements autodestructeurs, des comportements autodestructeurs et avoir de la difficulté à, à savoir reconnaître ses limites, de la difficulté à être capable d'assumer sa propre souffrance. C'est une des conséquences du fait que nous ne sommes pas devenus un pays. C'est que devenir adulte suppose beaucoup d'embarras, beaucoup de difficultés, et on ne peut plus se comparer, on ne peut plus s'appuyer sur le regard de l'autre, on ne cesse, d'ailleurs, et pour s'en désoler, on ne cesse de se comparer aux autres provinces canadiennes qui font, pour l'instant en tout cas, nettement mieux que nous. Et en même temps, pour justifier cette chose, euh, on- et pour justifier cette chose, on se donne le beau rôle. Hein? Nous sommes de bons vivants. Et si nous étions des demi-vivants? Et si nous étions... Non, nous ne sommes pas de bons vivants. Et si nous n'étions pas capables de, de, de mesurer l'état de notre propre détresse? On le sait, c'est une caractéristique des peuples qui ont été colonisés. C'est une caractéristique également des peuples qui ne sont pas pleinement en possession de leur destinée. C'est d'avoir une propension soit à se voir la lumière du monde, ou encore se transformer en ver de terre pitoyable, ayant aucune espèce de pouvoir sur sa propre vie. Alors nous passons de l'un à l'autre. Soit nous sommes l'étoile de l'univers, ou soit encore nous sommes un ver de terre. Là, on rentre dans la phase ver de terre, je dirais. On rentre tout à coup, et là, on commence à s'attaquer durement. Ah, dans ma vidéo d'il y a 2 jours, 3 jours déjà, j'ai dit que Legault commençait à mesurer les effets de son propre fédéralisme. C'est évident que le Justin Trudeau, contrôlant la monnaie, la masse monétaire, il a injecté par un jeu d'écriture, il a injecté 350 milliards dans l'économie canadienne, qui va, qui va percoler, qui va s'infiltrer, qui va prendre forme, qui va être accaparé aussi, sans doute, par des gens très astucieux, et qui va sans doute aussi avoir des effets secondaires sur les plus pauvres. C'est pas sûr que ce ruissellement-là vienne, vient dans les poches des plus pauvres. Ce qu'on notait avec Luc Gosselin, d'ailleurs, je vais en profiter, je vais vous montrer. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le livre, la plus récente mouture du livre de Louis Fournier, qui est, qui est l'autorité en matière histoire du FLQ.
Si vous voulez avoir une description des événements qui se sont passés, avec une préface qui remet un certain nombre de choses en perspective. Je vais vous parler de la préface. Je pense que c'est la 3e édition. Et il dit des choses assez importantes. En fait, c'est la 3e. Il a paru une première fois en 82, une deuxième fois en 98. Et maintenant, ben, il est, avec cette 3e édition, il est l'ouvrage de référence. Mais on a eu le bonheur et le plaisir, Luc Gosselin et moi, de constater, ou la gloire d'une note en bas de page, que notre ouvrage, publié à l'enseigne de la compagnie Numéro, Le Québec en Révolution 1960-1980, suivi de violence et lutte ouvrière aux États-Unis, eh bien, il figure dans la bibliographie de l'ouvrage de Louis Fournier, et c'est noté que Luc Gosselin est un ancien militant du FLQ, un militant actif du FLQ. Et Luc Gosselin, c'est un auteur autodidacte qui il se qualifie lui-même d'autodidacte. Moi, j'aurais tendance à balayer un peu du revers de la main sa propre appellation, car je ne sais plus si ça existe de véritables autodidactes. Les livres nous enseignent, et au fond, soit tout le monde l'est, incluant le prof d'université titulaire, qui lui aussi est, normalement en tout cas, sans arrêt formé par des lectures récentes, des lectures fraîches, ou qui revisite les lectures qui ont contribué à sa formation, qui ont contribué aussi à son rayonnement. Alors, Luc Gosselin a connu de l'intérieur la dernière vague felkiste. Il a connu de l'intérieur. Alors, c'est un témoin privilégié. Il fait partie de la courte liste des auteurs qui ont écrit là-dessus de l'intérieur. Alors, j'étais ravi de voir que notre ouvrage y figurait. Il est cité à quelques reprises. Alors, c'est la gloire de la note de bas de page. Et ce que nous dit Louis Fournier dans sa préface, il nous dit deux choses que je pense qui doivent être retenues pour être mis en perspective. D'abord, il récuse la thèse du romancier Louis Hamelin, qu'au fond, dans la constellation du Lynx, que la GRC était au courant de l'enlèvement de Pierre Laporte, qu'ils étaient au courant aussi d'où il se trouvait, et qu'au fond, ça relève presque du coup monté. Et qu'ils ont été complètement instrumentalisés que les felkistes ont été instrumentalisés à des fins politiques par l'appareil d'État qu'est la GRC, devenu plus tard le service de renseignement canadien, qui est très, très efficace, très, 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 très efficace. Et ça, là-dessus, il balaie du revers cette hypothèse, qui est assez infamante parce on se retrouve encore dans la position de l'impouvoir. On ne peut pas faire cela. On ne peut pas kidnapper un ambassadeur, on ne peut pas non plus kidnapper un ministre. On ne peut pas faire ça, nous. On est des anges, finalement. On est des êtres impuissants. On est des vers de terre incapables de malfaisance même, incapables aussi de faire de bonnes choses. Rappelle également qu'il y a eu quand même les actions du FLQ n'ont pas été sans violence. Elles ont fait une dizaine de victimes, soit collatérales, soit accidentelles, ou soit effectives. Une dizaine de victimes. C'est sûr, si on compare aux luttes révolutionnaires qui ont été mises, aux luttes de libération qui ont été mises, par exemple en Algérie. En Algérie, ça fait 1 million de morts du côté algérien et une centaine de milliers du côté français, ce qui est quand même pas rien. Alors, l'Algérie française, c'est un des traumatismes qui ne passent pas dans la psyché française.
Ça, c'est clair, mais c'est pas là mon propos. Le deuxième point que nous offre Louis Fournier, c'est que ça n'a pas empêché l'élection du Parti québécois. Et ceux qui disent que ça a retardé le projet indépendantiste, ben, honnêtement, c'est un peu absurde parce que les faits sont têtus. Le Parti québécois a été élu à peine quelques années, les derniers agissements du FLQ, c'est 72-73. Et déjà, ça allait à la volo, là. C'était une sorte de banqueroute. Parce que oui, l'appareil d'État canadien avait quand même fait bien son boulot. On ne parle pas juste ici des mesures de guerre, là. Alors donc, oui, le PQ a été élu. Donc, de dire que ça a retardé, c'est complètement... C'est absurde même parce que le résultat du 15 novembre, c'est qu'il a été élu. Alors donc, je veux dire, s'il n'avait jamais pris le pouvoir, on aurait pu dire oui, probablement, peut-être que les actions felkistes ont empêché la prise du pouvoir. Mais tel n'a pas été le cas. Alors, hein, on va rester avec les faits. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, je vais parler un petit peu de la librairie, de l'atelier librairie. Nous sommes présentement encore ouverts. Pour combien de temps? Combien de temps allons-nous... est-ce qu'on va finir... Oui, on va finir par en venir à bout. Est-ce qu'il y aura un vaccin? On ne le sait pas. Parce que la course au vaccin ne réglera probablement pas les graves problèmes. Est-ce que... La question... En fait, je vais m'arrêter ici. En fait, je vous invite à... L'ouvrage n'est pas distribué. En fait, il va l'être à la librairie du quartier, à Québec. On va peut-être se réapprovisionner le port de tête et évidemment la librairie Le Port de Tête sur la rue Mont-Royal et ici, évidemment, l'atelier librairie sur la rue Bélanger. C'est un ouvrage dont moi je suis plutôt fier, d'autant plus que c'est un document écrit par un acteur et ça, à mon sens, ça compte. Évidemment, je pourrais vous parler de Luc Gosselin. Luc Gosselin, on échange ensemble depuis des années. Ça doit faire au moins un bon 12 ans que lui et moi, on échange presque hebdomadairement. Alors, on a fini par se connaître, on a fini par, je pense, développer une estime mutuelle. En tout cas, moi, je l'estime. J'espère bien que je l'estime également. Et enfin, on a été content de publier ça. On a été content de publier cet ouvrage qui, d'une certaine manière, fait partie maintenant du corpus des études felkiennes. N'est-ce pas? Et, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec cette pandémie? Il est possible que le gouvernement Legault s'épuise très vite. Je ne serais pas surpris qu'il va terminer son mandat, mais je ne serais pas surpris qu'il ne se représente pas. C'est extrêmement usant ce qui se passe. Et d'autant plus qu'il éprouve dans sa chair, il éprouve dans la totalité de sa personne l'impasse du fédéralisme. C'est assez curieux parce que il avait compris ça très tôt dans sa vie. Il a compris également que les Québécois n'en voulaient pas, ou du moins qu'ils étaient plutôt ambivalents sur cette question-là de l'indépendance. Mais là, c'est de retour. Là. Le fédéralisme, on ne leur donne jamais assez de gages pour les satisfaire. Ils ne veulent pas juste être appréciés pour des questions financières. Ils veulent être aimés pour leur corps aussi. Ils veulent être aimés pour ce qu'ils sont aussi. J'ai dit dans ma vidéo d'il y a 2 jours que j'étais reconnaissant d'une certaine manière à Philippe Couillard de ne pas avoir fait semblant d'avoir un rapport de force. Et cette idée-là de rapport de force a vécu. Quand on n'a pas un vrai rapport de force, faire semblant d'en avoir un, c'est
c'est contre-productif. Et j'ai rappelé, hier à Luc Gosselin, j'ai quelqu'un qui fréquente ma librairie, un haut fonctionnaire fédéral, qui avait pris connaissance du fameux rapport Fournier, le rapport Fournier, être canadien, le nom m'échappe, j'aurais dû faire une recherche, être québécois, en tout cas. Et ça avait été quand même un truc, ce que m'avait dit ce haut fonctionnaire fédéral, faisant partie de la haute fonction publique qui examine les textes constitutionnels, c'était que c'était un document très, très, très nationaliste. Et le lendemain de sa déposition, Justin Trudeau avait balayé ça du revers de la main. Il n'y avait pas. Et dans une session, d'accord, on veut quelque chose, pouvez-vous nous l'accorder? Non. Ah bon, ok, d'abord. Bonne journée. Voilà. Et que les efforts que Legault fait là, depuis quelque temps pour essayer de séduire la communauté d'expression anglaise m'apparaissent vains. Personne ne va jamais oublier que c'est un ancien ministre du Parti québécois. Il aurait beau s'auto-flageller, il aurait beau fabriquer lui-même son propre silice, il aurait beau se mortifier, il aurait beau offrir des centaines de milliers de dollars à la communauté anglaise. Cela ne changerait rien à l'affaire. Et ça doit être assez difficile parce que une des raisons, il y a des raisons de fierté, pour moi c'est clair, des raisons existentielles, je l'ai dit. Il faut assumer son enfance malheureuse. On est un peuple qui a eu une enfance malheureuse. On est sans, j'ai pas besoin d'être un parano pour dire ça, nous sommes sans arrêt combattus à tous les niveaux, continuellement. Notre existence en cette terre d'Amérique, elle est difficile, elle est compliquée, et nous devons y faire face, courageusement. Nous devons y faire face courageusement. Le courage est la seule option dans la vie, de toute façon. Peu importe vos convictions, si vous n'avez pas le courage de vos convictions, abstenez-vous d'en avoir. Et quant aux opinions, tout le monde en a des opinions. Ça vaut ce que ça vaut. Mais des convictions ou des convictions pour lesquelles on est prêt à engager son existence, on est prêt à travailler, on est prêt à des convictions pour lesquelles on est prêt à s'offrir, hein? Ça n'a pas de prix, une vie de conviction. Est-ce que je vais vous parler, non, ce ne sera pas pour aujourd'hui, de cette fameuse phrase que clôt la vidéo d'il y a 3 jours. Les livres ne sont pas faits pour être lus, ils sont faits pour être écrits. Parfois, on donne une petite piste. On me demande ce que je pense, je nommerai personne ici. On me demande ce que je pense de tel auteur. Au Québec, puis probablement partout en Occident, on aime les génies précoces. On aime les promesses de génie. On aime les prémices des grandes œuvres. Et très très tôt, les artistes sont pressés d'offrir des fruits. Mais certains arbres mettent du temps à donner des fruits, mettent du temps à maturer. Et il y a des auteurs qui ont écrit très très tôt et que j'ai eu le loisir de parcourir, et ça m'a déplu. Et on me dit que 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard, certains d'entre eux, je ne nomme personne, sont devenus lisibles. Mais moi, je suis resté sur cette impression-là, la première impression, au fond, qui est toujours la bonne, eh bien, fait que c'est fini. J'ai essayé de lire leur livre, leur parution, dans certains cas, ça fait un bon moment, puis ça ne m'a pas plu. Et là, après, je comprends qu'à force d'écrire, à force de publier, ils ont à la fois peaufiné leur style, peaufiné leur écriture, que la vie, l'existence a fini par leur donner du punch, leur donner du lustre, leur donner
de la tenue, de leur donner de la profondeur, de leur donner euh, une- vraiment quelque chose à dire, autrement dit. Mais notre rendez-vous, un rendez-vous trop pressé, a été manqué. Alors voilà, voilà, voilà. Mais on en reparlera, écoutez, une courte pour une fois. Mais gardons présent à l'esprit l'idée de base. Euh, Ce n'est pas parce que nous sommes de bons vivants que nous sommes en train de devenir un peu incompétents. C'est parce que nous avons été des enfants abandonnés, des enfants négligés, et nous reproduisons sur nous-mêmes cette espèce d'abandon, cette espèce de fatalisme, cette espèce de ça va bien aller finalement. Ça va toujours bien aller. Hein, ça va toujours bien aller. On n'affrontera jamais le réel, mais c'est pas grave. Ça va quand même bien aller. Mais si ça allait vraiment mal, si on acceptait l'idée que notre problème principal, c'est que nous n'assumons pas comme adultes, que nous refusons de devenir un peuple adulte, et bien, tant que nous refuserons de devenir un peuple adulte, de prendre le risque de devenir un peuple adulte, eh bien, on va subir les événements. Et on pourra toujours se justifier qu'au fond, c'est parce que on est trop grand, on a trop de lumière à apporter au monde. Nous sommes le phare de l'Occident. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, je vous remonte notre ouvrage. Je vous montre celui de Louis Fournier. Mais ça, un brin coupable d'avoir fait du millage, comme on dit, sur cet ouvrage-là. Mais cet ouvrage-là est vraiment important. Et il remet les pendules à l'heure. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et merci à Luc Gosselin et merci à Louis Fournier.